Salut Catherine, salut Pablo. Salut, Salut. salut. Aujourd'hui, un point météo. Voilà, aujourd'hui, s'il faut périr, paieront. C'est plutôt bienvenu pour ce lendemain d'élections législatives. Évidemment, on va faire le tour de ce qui s'est passé hier soir, mais j'avais envie peut-être de commencer sur ce que l'on fait, ce que l'on produit à Regard, parce que si la situation, on va le dire tout au long de cette émission de débrief, la situation est sans doute très inédite, la situation inédite, sans doute mobilisation inédite, parce qu'à Regard, on a fait le choix, et on vous en remercie d'ailleurs, parce que je le dis souvent, mais c'est vrai qu'on reçoit énormément de messages de soutien et d'enthousiastes pour nos nouveaux formats, les débriefs que l'on fait. On vous en remercie encore 1000 fois, mais je voulais commencer cette semaine avec cette nouvelle ère, cette nouvelle histoire politique qui se passe, dire combien pour Regard, c'était aussi une mobilisation de suivre l'ensemble de la gauche, faire se parler l'ensemble des gauches, qui a toujours été un peu notre ADN. Catherine, tu dis avec poésie qu'on est un peu le service public de la gauche, mais que tout ça a un coût. On a fait le choix que ce soit gratuit. Et j'avais envie de vous interpeller, ceux et celles qui nous suivent pratiquement chaque jour et qui êtes de plus en plus nombreux, qu'on a mis en ligne sur le site de Regard un formulaire pour nous soutenir financièrement. C'est évidemment précieux. C'est grâce à vous si on arrive à vivre et si on va continuer de vivre évidemment encore longtemps, et notamment dans cette nouvelle ère qui s'annonce où il y a évidemment beaucoup de travail, et aussi parce que souvent vous nous taclez, vous nous taxez, vous nous taclez plutôt d'ailleurs sur la technique. C'est vrai qu'on n'est pas encore, on bricole parfois, et donc pour essayer d'être encore meilleur et d'être encore plus présent et dans des formes et des formats encore plus pertinents, ça sera aussi grâce à votre générosité et à votre soutien. Donc n'hésitez pas à aller nous voir sur regard.fr, il y a un formulaire assez simple en ligne pour nous aider financièrement. Merci pour ça. Juste un mot, on ne vous demande pas des sommes mirobolantes et on vous laisse le choix de mettre ce que vous pouvez. Évidemment, chacun contribue comme il peut. C'est gratuit, Regard est gratuit, donc chacun y contribue à sa manière. Mais voilà, 5 € par mois en prélèvement automatique. Franchement, pour nous, si vous êtes nombreux à le faire, je ne sais pas, chaque jour, vous êtes vraiment des dizaines de milliers à consulter Regard, à nous suivre sur les réseaux sociaux. On a absolument besoin que vous contribuiez à ce qu'on continue et à ce qu'on se développe. Donc, 5, 2, 10, ce que vous pouvez, ça nous sera utile. Regard.fr. Regard.fr. Ceci étant dit, évidemment, ce débrief s'est consacré au lendemain des législatives. Vous allez me dire tous les deux ce que vous retenez des résultats, hein, évidemment, mais la première information, j'hésite entre dire si le premier événement d'hier soir, c'est le score historique de l'extrême droite ou si c'est aussi la défaite cuisante d'Emmanuel Macron. Sans doute, c'est pour partie les deux, mais quand même, ce qui nous a, nous, évidemment, on s'en est parlé depuis hier soir, tous les trois, c'est quand même la douche froide. Personne n'avait venu venir l'extrême entre très largement en force, 89 députés, peut-être même le premier parti. On verra ce que la France insoumise arrive à faire, si elle arrive à constituer un groupe plus nombreux que celui du Rassemblement national. On y reviendra évidemment, mais aussi une défaite pour le parti de la majorité présidentielle avec des symboles très forts, puisque j'allais dire presque les 4 grandes personnalités de l'Assemblée nationale qui sont les proches d'Emmanuel Macron, entre le président de l'Assemblée nationale, Richard, pareil, inédit sous la Ve République, qu'un président de l'Assemblée nationale sortant ne soit pas réélu. Évidemment, Christophe Castaner, ancien ministre de l'Intérieur, qui était le chef du parti présidentiel à l'Assemblée nationale, également battu hier, mais aussi on peut citer Florian Bachelier, qui était le questeur proche d'Emmanuel Macron, ou même le président du groupe du Modem, Patrick Mignola, qui a perdu hier l'élection législative, et d'autres symboles, évidemment, des ministres qui ont été battus, Bourguignon, Montchalin, Bénin à la ministre de l'économie de la mer. Bref, beaucoup de symboles forts qui ont Blanquer et Valls, on ne le dira jamais assez. Mais je peux rappeler Valls, mais d'autant plus fort que Valls sur la circonscription qui est la sienne, sa circonscription, il perd aussi la circonscription au profit de Farida Amrani, qui est la France insoumise NUP. Ce sont des symboles extrêmement forts qui ont été envoyés hier. Ils ont surtout, les Français, envoyé un symbole plus que fort, puisqu'ils n'ont donné aucune majorité à aucun parti, et encore moins celui du président de la République, même si la formation ensemble reste le premier groupe
de l'Assemblée nationale, mais une situation très compliquée avec une issue très incertaine parce que on ne voit pas bien aujourd'hui comment il peut dégager une majorité parce que l'enjeu, et on va y venir, c'est sans doute d'obtenir une confiance d'ici le 5 juillet prochain, date à laquelle la Première ministre, Elisabeth Borne, si elle est encore là d'ici là, devra prononcer un discours de politique générale, sans nécessairement d'ailleurs mettre sa confiance dans le vote. Mais on le sait, avec des groupes très forts, comme celui du RN ou celui de la gauche, des motions seront sans doute proposées. La NUP vient d'annoncer qu'elle déposerait ensemble une motion de censure. Par qui sera-t-elle? Est-ce qu'ils obtiendront une majorité pour le vote de cette motion de censure? Je n'en sais rien, on n'en sait rien à ce stade. Il chauffe dans tous les sens sans doute en ce moment. Allez, d'abord pour commenter, comment avez-vous vécu cette soirée électorale, Catherine? D'abord, tout ce que tu as dit, c'est très contradictoire. C'est-à-dire, moi, j'étais très contente que la gauche revienne à l'Assemblée nationale dans une posture, avec un rapport de force un peu plus favorable. Elle multiplie plus que par 2 son nombre de députés. Il y a des choses qui sont très intéressantes. Ce qui s'est passé dans les dom-toms, c'est très bien. La région parisienne, c'est assez remarquable. Et alors, pour le coup, ce qu'on peut dire, c'est que l'Île-de-France, ce n'est pas Paris-banlieue, mais c'est Est-Ouest. C'est-à-dire que vraiment, toute la carte, l'Est de Paris, ce qui va du Grand Nord-Est jusqu'au Sud-Est, jusqu'au Sud de Paris, tout ça, c'est tout rouge. Le rouge de la NUPES, je ne dis pas que c'est communiste, il y a des insoumis, il y a des communistes, il y a des socialistes, enfin vraiment, on a l'Est de Paris qui est rouge et l'Ouest qui est orange. C'est très, très frappant de voir cette division en deux de l'Île-de-France. Ceci étant, une fois qu'on a dit ça, c'est que finalement, on voit que ce dont on parlait vendredi dans le dernier débrief, c'est-à-dire qu'il y avait une campagne qui avait été marquée par un trait d'équivalence entre l'extrême gauche et l'extrême droite, ça a produit des effets politiques absolument catastrophiques. C'est-à-dire qu'en fait, l'électorat macronien ou de droite s'est largement démobilisé quand il n'y avait pas un candidat de leur camp à soutenir et ils n'ont pas hésité, par exemple pour l'électorat de LR, à voter Rassemblement national contre les candidats de la NUP. Ce qui fait qu'on n'a pas le résultat qu'on attendait pour la NUP, notamment parce que le RN fait très fort. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a des duels RN-NUP, moi je pensais qu'en gros, ils seraient gagnés par la NUP, et en fait, ils ont en gros été perdus par la NUP. Et quand ils ont été, cerise sur le gâteau, c'est quand ils ont été gagnés par la NUP, ils ont été gagnés souvent de justesse. Quand ils ont été perdus, ils ont été largement perdus. C'est-à-dire qu'on a vraiment… Sur 63 duels avec le RN, la NUP, on a perdu 33. Et quand elle les perd, souvent, elle les perd dans les grandes longueurs. Quoi. Voilà. Et donc, du coup, conséquence de ça, on a le Rassemblement national qui se nationalise. On a une carte où il y a des taches marron comme ça qui apparaissent à des endroits où on n'en avait jamais vu. Donc, il n'y avait jamais eu le centre de la France, l'ouest de la France en Aquitaine, etc. On n'avait jamais vu ça. Et puis alors, le pourtour méditerranéen, waouh, ça a fait peur quand même. C'est vraiment devenu bien, bien marron. On ne peut pas dire que Carole Delga ait vraiment été très positive dans son attitude pour contrer le Front National. Ces candidatures d'opposition qui ont divisé la gauche a plutôt affaibli la gauche et a favorisé je ne dis pas qu'elle a contribué par défaut, quoi, d'une certaine manière. Ouais. Et enfin, oui, on a Macron n'a pas de majorité politique. Alors, il n'a pas de majorité politique dans le pays et il n'a pas de majorité politique à l'Assemblée nationale. Vraiment, là, c'est très, très compliqué de voir ce qui va se passer. Bon, ça va être l'objet de notre discussion, voilà. Mais c'était quand même très, très dur hier soir. C'est dur ce matin encore. Tableau, ce que disait Catherine, c'est que y compris depuis hier soir, nous tous, on est passé par des sentiments un peu différents parce qu'effectivement, on peut se réjouir que la gauche double le nombre de députés qui est le sien par rapport à la précédente législature, mais en même temps, tout ça est assez entaché quand même par l'arrivée de Marine Le Pen, qui évidemment arrive en force aujourd'hui en disant elle revendique une vice-présidence à l'Assemblée nationale, elle revendique la présidence de la Commission des finances. C'est quand même assez douloureux tout ça. Mais c'est excessivement douloureux et je pense que voilà, on est en 2022 et qu'on peut acter
la mort définitive du front républicain. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun cordon sanitaire autour de l'extrême droite française. C'est-à-dire que on l'a vu pendant cette campagne, je veux dire, comme disait Catherine, le trait d'égalité qui avait été établi entre la gauche et l'extrême droite par le parti présidentiel, en fait, a définitivement banalisé en fait le Rassemblement national et l'extrême droite, et ça a été encore renforcé hier par les appels du pied du ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti et par la porte-parole du gouvernement Olivia Grégoire, qui sur les plateaux télé en gros ont passé leur temps à faire des appels du pied au Rassemblement national en leur disant mais vous savez, il faut qu'on travaille ensemble, on va pouvoir voter des textes ensemble, et puis Éric Dupond-Moretti de rappeler en fait des textes qui lui semblaient aller dans le sens de l'extrême droite et que l'extrême droite aurait pu voter. Tout ça est vraiment, mais en fait, me met une boule dans la gorge et dans le ventre. Mais en même temps, je pense que la responsabilité principale est à aller chercher du côté du parti présidentiel, mais il faut voir aussi qu'à gauche, l'attitude n'a pas non plus toujours été très claire vis-à-vis de l'extrême droite. Je sais que je vais me faire taper dessus en disant ça, mais de par le passé, je me souviens notamment en 2017, et même ce qui a été dit là en 2022 après le second tour, lorsque le candidat de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, dit au sortir du premier tour, dit il ne faut pas une voix pour l'extrême droite, il ne faut pas une voix pour Marine Le Pen. En fait, il sous-entend que on peut aller voter blanc, enfin, c'est-à-dire c'est ou blanc ou Marine Le Pen ou Emmanuel Macron. Je comprends en fait qu'il ne veut pas prendre au piège ses électeurs, enfin il ne veut pas obliger ses électeurs à voter pour Emmanuel Macron, mais de facto en fait il fait une proposition qui sous-entendrait que finalement voter blanc, s'abstenir alors qu'il y a l'extrême droite contre Emmanuel Macron, ce serait une possibilité. Moi je suis désolé, mais là, aujourd'hui, maintenant, ils sont près de 90 ou plus de 90 à l'Assemblée nationale, 90 députés, avec en plus tous les discours en fait, qui sont ceux de 89, qui sont ceux de la droite, qui disent bon, bah, peut-être qu'on va pouvoir discuter avec eux. Honnêtement, je ne sais pas comment on va s'en sortir dans les 5 années à venir pour ne pas qu'ils arrivent encore plus en force en 2027. Oui, moi je pense que là maintenant il faut vraiment se poser la double question de l'abstention massive, notamment dans la jeunesse, mais aussi dans les milieux populaires largement, et la question de l'extrême droite. Ça devient une question qui ne peut pas, enfin je veux dire, je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Pablo, ça ne peut pas être une question secondaire qui passe après la dynamique de notre camp politique. C'est-à-dire, ce que je disais tout à l'heure d'une certaine manière, c'est qu'on est très content que la NUP ait permis le retour de la gauche à l'Assemblée nationale dans une position un peu plus solide, et on se dit a posteriori que s'il n'y avait pas eu cet accord entre toutes les forces de gauche, mais je ne sais pas où on serait là, ça serait absolument affreux. Donc heureusement que tout le monde est parti groupé au premier tour pour être présent dans un maximum de circonscriptions et donc pouvoir envoyer plus de 150 députés à l'Assemblée. Mais ça, c'est très bien, mais il faut se dire que c'est des forces pour régler cette question maintenant vraiment très profonde de la participation et de l'alternative au Front National. Et de ce point de vue, moi, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure sur la région parisienne, dans lequel il y a un vrai ancrage de la gauche dans la région parisienne qui est articulée à de la présence politique quotidienne. Quand je dis la présence politique quotidienne, c'est-à-dire que la gauche politique en région parisienne, ça existe par des municipalités, par des forces politiques organisées, par encore un corps militant syndical, associatif, etc., qui reste présent. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'on puisse faire face au Front National et redonner de l'espérance et ancrer apporter une réponse sans avoir des réponses qui soient locales, ancrées dans les territoires. Il faut une articulation avec le national. Il n'y a pas de réponse uniquement par le local.
Ça, j'en suis absolument convaincue et c'est vraiment la force de Jean-Luc Mélenchon d'avoir porté un discours national qui dynamise, mais pour pouvoir mobiliser en profondeur dans toutes les échéances qui sont devant nous et qui sont des échéances électorales et des échéances de lutte sociale et de mobilisation, il faut absolument avoir des forces, des relais et le dire, ce n'est rien par rapport à le faire. C'est-à-dire qu'il faut non seulement le vouloir, le décider, mais l'inventer. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui être une force qui soit en adéquation avec les questions d'aujourd'hui, les formes de mobilisation d'aujourd'hui, les générations d'aujourd'hui, la diversité du peuple d'aujourd'hui. On a besoin d'inventer ça. Et si on n'y arrive pas, franchement, la dynamique, elle est du côté de l'extrême droite. Alors, si on rentre dans le concret maintenant, c'est quoi les options pour Emmanuel Macron? Certes, vous l'avez dit tous les deux, il n'a pas de majorité pour gouverner, mais donc du coup, son objectif, en tout cas son rôle, c'est de composer soit un gouvernement minoritaire, soit essayer de négocier avec les Républicains une majorité absolue, s'il arrive à intégrer l'ensemble du groupe. Je rappelle qu'il faut 289 députés pour pouvoir obtenir une confiance, en tout cas une majorité à l'Assemblée nationale. Et si j'en crois les derniers calculs, 289, il y a 133, non, je ne sais plus, bref, peu importe. En tout cas, LR plus Ensemble pourrait former une majorité absolue. J'ai plus les chiffres sous les yeux, je ne sais pas ce que j'en ai fait, mais peu importe. Mais sachant que les Républicains, ils ne sont pas franchement tous d'accord pour savoir s'ils donnent une confiance à Emmanuel Macron ou s'ils sont dans l'opposition absolue à Emmanuel Macron pour préparer évidemment 2027. C'est quoi les options finalement? Est-ce que, je disais, l'Obs, là, ils ont l'air de dire qu'une des options, vu que tout ça est totalement ingouvernable avec un Parlement inutile, puisque les alliances peuvent se voir jour pour faire capoter un projet de loi, mais Emmanuel Macron dispose toujours du 49.3. Si on prend la réforme des retraites, par exemple, il peut toujours présenter sa réforme des retraites et la faire passer au 49.3. Donc tout ça, c'est quoi l'intérêt d'Emmanuel Macron là? C'est d'essayer de faire sortir tout ça en positif en essayant de nouer de nouvelles coalitions, faisant des compromis. Est-ce que ça peut être un retour? On cite l'Allemagne, disant que l'Allemagne arrive bien à créer, à nouer des coalitions. On a le sentiment aujourd'hui qu'on est plus dans une situation italienne où Emmanuel Macron pourrait, à la limite, peut-être convoquer un gouvernement d'union nationale. Ça fait beaucoup d'options sur la table, mais c'est quoi l'intérêt d'Emmanuel Macron aujourd'hui? Le problème, c'est que pour convoquer un gouvernement d'union nationale, il faut avoir l'accord des différentes parties prenantes. Et aujourd'hui, tous les groupes en dehors de Ensemble, y compris LR, ont déclaré vouloir se positionner dans l'opposition. Et c'est-à-dire qu'à LR, tu as parlé de la possibilité d'LR de faire une coalition avec Ensemble. En dehors de Jean-François Copé et de 2 ou 3 personnes à LR qui sont extrêmement minoritaires, tous les autres ont bien expliqué hier que jamais ils feraient une coalition avec Emmanuel Macron parce qu'ils estimaient que c'était eux la droite de gouvernement et que Emmanuel Macron et son gouvernement étaient un gouvernement de gauche. Donc ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose, c'est que en vérité, il peut aussi changer, il va avoir un problème de la composition de son gouvernement et la pérennité de son gouvernement. Je pense que ça va être un vrai enjeu parce qu'effectivement, à n'importe quel moment, ce gouvernement pourra être renversé. Mais c'est une autre chose, en fait, le travail sur les textes législatifs, sur les lois, sur la construction des lois, ça c'est autre chose parce que là, il va pouvoir appliquer finalement sa méthode, la méthode qui est la sienne depuis maintenant longtemps, c'est-à-dire de réfléchir au cas par cas et de dire, ah ben voilà, en tout cas, c'est comme ça. Je ne sais pas si ça va être faisable pratiquement, mais en tout cas, je pense que c'est ça qui est aujourd'hui il est en tête vu ce qui a été dit par les différentes personnalités de la Macronie. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont arriver avec un texte de loi et ils vont dire bon, bah voilà, ce texte de loi, c'est plutôt la gauche qui va pouvoir être d'accord avec nous, donc on va faire une alliance avec la gauche sur ce texte de loi. Et puis sur tel autre, on va faire une alliance avec LR. Enfin, je veux dire, c'est LR qui va participer à avoir une majorité sur ce texte. Et je pense qu'il va essayer d'avancer comme ça. En tout cas, c'est ce qui ressort des différents discours des personnalités de la Macronie. Après, pour le gouvernement, c'est une autre paire de manches. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça va dissocier l'exécutif. Ça va dissocier l'exécutif et le législatif, enfin. C'est-à-dire que ça va être deux choses. À mon avis, c'est deux temporalités et deux stratégies qui vont être développées de façon concomitante, mais différentes. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir un gouvernement qui soit forcément représentatif
de ce qui va se passer à l'Assemblée et des différentes façons dont les députés vont se positionner sur les différents lois. Je te donne la parole, Catherine, mais juste pour préciser, parce que je me suis embrouillé dans les chiffres, c'est bien 247 aujourd'hui députés ensemble. Mais à cela, il faut ajouter, donc ça veut dire 44 députés manquants pour créer une majorité. 44, c'est quand même beaucoup, sachant que le groupe des Républicains ne sont que 61 et qu'ils sont déjà très divisés sur la ligne à tenir. Mais il faut ajouter à ça une autre donnée qui est moins connue, c'est que sur les 247 députés de la majorité présidentielle, il faut en retirer 12 qui sont les députés suppléants des ministres actuels qui, eux, ne seront investis que dans un mois. Ça veut dire que le jour du vote de confiance, en tout cas du jour de la déclaration de politique générale d'Elisabeth Borne le 5 juillet prochain, la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale sera de 247 députés, moins 12 députés. Donc c'est encore plus compliqué pour elle. Ça fait près de 60 députés manquants pour obtenir une majorité. Ce qui va être très compliqué. Catherine, je le disais tout à l'heure, l'autre option, c'est aussi évidemment, Pablo, il disait, il peut faire voter des lois, un coup à gauche, un coup à droite, mais à chaque fois, on a quand même des groupes qui aujourd'hui disposent de nombre de députés suffisants pour déposer des motions de censure. Donc l'instabilité peut être permanente. Est-ce que la NUP a l'intérêt, par exemple, je le disais, la NUP présente une motion de censure le 5 juillet prochain. Est-ce qu'elle a intérêt à faire tomber le gouvernement ? Alors moi, ce que je crois, c'est que l'affaire n'est pas dite parce que si vous vous souvenez, Valérie Pécresse a fait un score tout petit, parce que les électeurs avaient beaucoup de mal à voir la différence entre finalement la proposition d'Emmanuel Macron et la proposition des LR. Et c'est en fait, il y a quand même une convergence. Et le fait qu'on trouve Éric Woerth, Nicolas Sarkozy, désormais Jean-François Copé, tous ces grands leaders de la droite qui sont en train de passer armes et bagages du côté de la Macronie, ils ne font qu'entériner la proximité idéologique et politique et pratique entre ces deux groupes. Nicolas Sarkozy avait fait une proposition à Emmanuel Macron, qui était une proposition, ils ne sont pas devenus copains, il ne faut pas croire, qui était de dire tu me donnes 50 députés et puis je choisis le Premier ministre. Moi, à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans un débrief, j'avais dit c'est une OPA que Nicolas Sarkozy sur la République en marche. Ben, je crois que c'est ça qui est en train de se passer. Je pense que c'est ça qui va se passer. C'est-à-dire que je pense que là, les LR sont en position de prendre la main, parce que c'est à l'intérieur de la Macronie. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a d'une part le MoDem, qui est quand même piloté par Bayrou, qui est quand même un historique allié de la droite, et Édouard Philippe avec son groupe Horizon. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de tout ce monde-là, nonobstant la République en marche, dont on ne sait pas très bien exactement où est-ce qu'elle se situe sur l'échiquier politique, même si on sait où elle se situe sur l'échiquier idéologique et économique, en tout cas, les deux autres alliés sont clairement à droite. C'est-à-dire qu'on a un pôle de droite avec une vraie convergence. Il y a une vraie convergence de vues entre Horizon, le MoDem, LR. Moi, je pense qu'il y a des différences entre tout ce monde-là, mais c'est quand même, en gros, c'est le même bain. Et je ne pense pas qu'ils vont aller à la crise sociale, parce qu'ils représentent quand même, en gros, des intérêts de la classe dirigeante qui n'a pas l'intention de mettre le bordel sans nom. Donc, le plan A, je pense que c'est un accord avec tout ce joli monde et avec, en fait, une clarification politique qui va à son terme. D'ailleurs, c'est ce que dit, comment elle s'appelle, Marine Le Pen dans son intervention hier, quand elle dit la recomposition politique n'est pas encore arrivée à son terme. Et je pense que la recomposition politique, c'est qu'il va y avoir un gros groupe de droite, clairement de droite, qui va peut-être avoir Édouard Philippe comme leader, et dans lequel il y aura La République en marche, Horizon, le MoDem et les LR. Et peut-être qu'il y a une partie des LR qui ne marchera pas dans la combine. Je ne sais pas si la totalité des LR va marcher dans la combine. Il est possible, actuellement, il y en a un certain nombre qui disent qu'ils n'iront pas. Moi, je ne crois pas à ça. Je pense qu'il faut monter les enchères. Mais je pense qu'il y a peut-être une petite partie qui n'ira pas et qui va être tentée par une alliance avec Catherine, ça veut dire que pour toi, à très court terme, Elisabeth Borne va être remplacée par sans doute un Premier ministre qui viendra des rangs des LR ?
Moi, je ne vois pas comment Elisabeth Borne tient, parce qu'Elisabeth Borne a été choisie parce qu'elle n'avait aucun impact politique. Or là, il va bien falloir quand même mettre quelqu'un qui tient la route politiquement, parce qu'il va falloir discuter avec toutes ces sensibilités politiques. Il va falloir tenir dans une Assemblée nationale dans laquelle il y a deux grandes forces d'opposition qui ont bien décidé d'en découdre, c'est-à-dire le RN d'un côté, la NUP de l'autre. Donc, moi, je ne vois pas. Je vois pas comment, sauf si elle se révèle être une femme politique. On ne peut pas dire que sa prestation à Hier soir du encore. premier tour et d'hier soir, waouh, tu te dis punaise, même si elle l'a écrit avec Emmanuel Macron, le Mozart de la finance ne fait pas un Mozart de la politique. Hein. Dis donc, c'était pathétique hein, hier soir. Hein. Donc, moi, je pense que le plan A, c'est une alliance et en fait une OPA du groupe traditionnel de droite. Je ne les qualifie pas parce que Philippe, il est plus factuellement, il est plus LR, mais en fait, il est quand même bien de droite. Donc, je pense que c'est ce groupe-là qui va se constituer et on va donc avoir une vraie clarification de ce point de vue. Peut-être une partie de la droite qui va s'allier avec l'extrême droite, réalisant la grande alliance appelée par ses voeux par Éric Zemmour. Et le plan B, c'est rien de tout ça ne marche et on y va au cas par cas jusqu'à une dissolution inévitable. Je le disais, il y a cette option-là, que va faire Emmanuel Macron, mais en face, je le disais, les oppositions, celles qui constituent un groupe de plus de 58 députés, peuvent déposer des motions de censure. Mais il n'y a pas de majorité non plus pour obtenir des majorités sur les motions de censure, sauf à ce qu'il y ait une alliance de la gauche entière, du RN et des LR. C'est absolument improbable. Donc personne n'est en capacité de faire tomber le gouvernement à ce stade. À quoi va servir la motion de censure de la NUP? Non, c'est vrai, pour l'instant, il n'y a pas. Non, franchement, on est dans l'incertitude la plus totale sur la façon dont tout ça va fonctionner. Mais juste pour rebondir sur ce que disait Catherine, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je vois effectivement la proximité idéologique entre LR, le logiciel LR et le logiciel LREM, même s'il est quand même un peu flou, même si les deux, en fait, sont quand même un peu flous. Néanmoins, en fait, il y a des effets de structure, et notamment les effets d'appartenance à des partis, en fait, qui créent du ressentiment vis-à-vis des uns par rapport aux autres. Et ça, je ne suis pas certain. Lorsque tu écoutes, par exemple, Rachida Dati, Laurent Wauquiez ou tous ces grands ténors des LR, lorsque tu les écoutes parler de la Macronie, je vois mal comment, du jour au lendemain, ils pourraient virer leur cutie et dire oh bah, tout d'un coup, on va s'allier, etc. Ce qui ne veut pas dire non plus qu'ils veulent s'allier avec le Rassemblement national. Mais je pense que… Tu cites Wauquiez et Dati. Je pense que Wauquiez et Dati font partie de cette petite minorité, à mon avis, dans LR qui peut vouloir un LR maintenu et un LR maintenu encore plus asphyxié par les deux pôles et qui finalement n'a pas d'autre que soit de se rendre à la Macronie devenue clairement de droite, soit d'aller avec l'extrême droite. Évoqué, je pense qu'il a fait son choix. Dati, le contraire. Là, on a quand même le problème, c'est qu'on a oublié en fait Non, j'aimerais bien qu'on parle de la gauche. C'est quoi le rôle de la gauche là maintenant, là tout de suite? Attends, mais il n'a pas terminé je l'ai interrompu. Ce que toi, tu dis, c'est que les finir sur la droite, on empêchait. Oui, juste finir sur la droite. Je pense que la proposition d'Emmanuel Macron, qui était de dire je ne suis ni de gauche ni de droite, c'est sa proposition initiale. C'est comme ça qu'il est entré en politique, c'est comme ça qu'il s'est fait élire en 2017 et c'est toujours comme ça qu'il essaye de se présenter. C'est sur ça encore qu'il a essayé de faire sa campagne présidentielle de 2022. Alors nous, on n'y croit pas, les LR n'y croient pas non plus puisqu'ils pensent qu'il est de gauche quand même, mais je ne vois pas comment décemment… Ah oui, c'est ce qu'ils disent, c'est ce que dit Rachida Dati, elle dit mais Emmanuel Macron, il est de gauche. Non, mais Rachida Dati, ce n'est pas les LR, les électeurs LR, ils ont voté Macron, excuse-moi. Oui, il est de gauche. Ils ont voté Macron, mais le problème, c'est que le reliquat qui reste, mais ils croient encore à cette droite de gouvernement, cette droite… Ah oui, mais tu dis ça, mais c'est eux qui ont élu les députés LR et qui n'ont pas élu les députés ensemble dans leur circonscription. Alors certes, ils représentent aujourd'hui plus de 60 députés, mais ensemble a besoin d'eux pour gouverner. Donc ce que je veux dire, c'est que je vois mal le reliquat, comme tu dis ça,
de LR qui restent dire « Oh bon, bah, finalement, c'est vrai, ni gauche ni droite, c'est bien ». Bah non, c'est pas possible. C'est-à-dire que je pense que là, ils sont allés au maximum dans ce qu'ils ont récupéré, et sauf à ce que Emmanuel Macron change complètement de discours et de doctrine et dise « Bon, bah, c'est bon, maintenant je suis un président de droite ». C'est-à-dire qu'il officialise finalement son changement de cap, qu'il le rende lisible dans un discours. Je vois pas comment c'est possible. C'est ça le Allez. talent politique, mon cher, c'est d'avoir une vision des choses et puis après de savoir tu vois, le raconter, l'enrober, etc. Bon, et moi, je pense que c'est ça qu'ils vont essayer de faire. C'est-à-dire ils vont essayer de raconter une autre histoire pour rapatrier 30, 40 députés de droite et que Dati et Wauquiez se retrouvent bien isolés. Bon, alors, et la gauche? Elle va servir à quoi, la gauche, cette nouvelle force politique qui est la NUP, où chacun, d'ailleurs, des groupes devraient continuer à exister, même s'il se dit, certains appellent à une seule et unique alliance pour créer un seul et unique groupe qui serait le groupe de la NUP. Est-ce que ce sera possible? Je ne sais pas. Sans doute, c'est en train de discuter de tout ça, même si l'engagement, c'était quand même que chacun ait son groupe, les communistes, les socialistes, les écologistes et la France insoumise. Mais ils vont servir à quoi, même en étant forts en ayant doublé leur nombre de députés? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire finalement? Parce que, y compris, d'ailleurs, c'est peut-être maintenant qu'on va parler de la commission des finances. Vous voyez la question, l'enjeu de la commission des finances, qui d'usage dans la Ve République est confiée, en tout cas depuis Nicolas Sarkozy, au premier groupe d'opposition de l'Assemblée. Le premier parti de l'Assemblée, pour l'instant, c'est le Rassemblement national, à cette heure, en tout cas, au moment où on se parle. Nul doute que la NUP va trouver un moyen de trouver un groupe majoritaire pour pouvoir prétendre justement à être le premier groupe d'opposition. Mais rien ne dit, en tout cas rien n'est écrit, rien n'interdit la majorité présidentielle, Emmanuel Macron, en tout cas ensemble, de confier la commission qui donne énormément de pouvoir à la présidence de la commission des finances à un député LR, un député un socialiste, un député communiste ou un député de la France insoumise. On vient de passer une année entière de campagne électorale avec des hauts et des bas. C'est souvent beaucoup de bas et d'absence de débat et beaucoup de frustration, mais rien n'est réglé. Et que donc, ce que je crois, c'est que tout le monde est reparti pour préparer la prochaine échéance. Et la prochaine échéance, ce n'est pas forcément 2027. La prochaine échéance, elle peut arriver plus vite de deux manières. Elle peut arriver plus vite par une dissolution de l'Assemblée nationale ou par une crise institutionnelle qui obligerait à rebattre totalement les cartes. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que l'hypothèse A sera d'essayer de trouver une issue avec les LR. Mais, ceci étant, ce que je pense, c'est que et le Rassemblement national et la NUPES savent qu'on est dans une situation non stabilisée et que chacun va chercher justement, dans cette instabilité, à développer le maximum d'atouts, d'arguments. Et dans les atouts et les arguments, il va y avoir le combat politique à l'Assemblée nationale et il va y avoir cette affaire de commission des finances qui normalement donne du poids et donne des moyens à l'organisation, au parti qui le détient. Mais encore une fois, pour moi, je pense que ce qui va se jouer dans les mois et voire les années qui viennent, c'est la suite de l'histoire, c'est-à-dire une nouvelle composition politique plus profonde, une recomposition plus profonde et dans lequel, moi, puisqu'on en est au moment où on parle de la gauche, je pense que ça doit passer par un approfondissement de la réponse politique dans toutes ses dimensions, à la fois idéologique, propositionnelle et organisationnelle et d'implantation locale. Et que c'est à ces conditions que la gauche réussira à être à offrir une alternative au Rassemblement national qui bétonne et progresse. Non, effectivement, là, ce qui s'est passé à la fois à l'élection présidentielle où Jean-Luc Mélenchon a réussi à se hisser en fait à la troisième place, juste derrière Marine Le Pen qui était deuxième. Donc ça, c'était au premier tour de la présidentielle. Et là, aux législatives, tu vois, ce qui s'est passé au premier tour des législatives et là, avec ce groupe très important de la NUPES, ça fait que la NUPES va avoir plein d'argent. Et genre, il va avoir plein d'argent, plein de députés qui vont pouvoir prendre la parole dans l'Assemblée nationale et dans les médias. Donc, c'est vrai que ça fait, comme dit Catherine, ça fait une assise médiatico-politique très importante. Après, il va falloir transformer ça en assise locale, il va falloir réussir à infuser en fait auprès des gens, parce que quand même, un autre enseignement en fait de ces deux élections présidentielles et législatives, c'est que
En fait, il y a quand même une abstention qui est énorme, une abstention des jeunes qui est encore plus massive, encore plus énorme qu'énorme, et une mobilisation finalement pour la gauche qui reste, on reste ultra minoritaire dans le pays. Hein. Quand on prend le premier tour, des législatives, si on prend par rapport à la population française, par rapport aux inscrits sur les listes électorales, la NUPES, c'est un peu plus de 11% des inscrits sur les listes électorales au premier tour des législatives. C'est une catastrophe. Je veux dire, je sais que les autres partis sont dans les mêmes étiages, mais ça reste quand même excessivement problématique. Et quand on regarde la façon dont tout ça est ventilé, même après le second tour des élections législatives, la gauche reste ultra minoritaire. Donc la perspective majoritaire pour récupérer le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif et la présidence de la République, pour l'instant, ça reste une perspective encore très lointaine. Donc, et tout ça, le score, la composition de l'Assemblée nationale issue de l'élection hier, du deuxième tour des législatives, c'est une bonne première brique qui a été posée, mais c'est que la première brique. Maintenant, il va falloir construire au-dessus de cette brique un échafaudage en fait, qui tienne le coup et qui offre, comme le disait Catherine, une perspective d'alternative cohérente, puissante, alléchante, désirable, pour que tout ça ensuite puisse aboutir aux jours heureux. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense qu'on va se revoir demain, après-demain, après-demain, parce que ça risque de bouger d'heure en heure. Chaque jour sera un jour nouveau, je pense, pour la gauche, pour la Macronie et pour la droite et l'extrême droite. Ça va être intéressant. Donc sans doute, bon, oui, on vous le dit, à demain. Salut. Et pensez à aller sur regard.fr. Voilà. Regard.fr pour aller vous inscrire et nous donner. On ne vous a pas cassé les pieds à vous demander des sous régulièrement. Là, on vous demande vraiment, au terme de cette année et avant qu'on commence la suite, voilà, la quicheta. Merci à vous. Allez, demain.